Toujours, en attendant, on vous propose une petite question de sondage. On va ouvrir les votes tout de suite. D'après vous, quelle est la consommation moyenne d'eau chaude sanitaire par personne par jour en France? Juste pour donner une petite question par curiosité. C'est bien d'avoir aussi les ordres de grandeur. Là, c'est par personne, mais il faut se dire que par ménage, un ménage étant en moyenne 2 personnes et demie, 3 personnes, 4 personnes, bon, c'est toujours intéressant de connaître un peu les volumes. Alors, sondage en cours. Hop, est-ce qu'il apparaît sur vos écrans? Ah, Émilie, bonjour Émilie. Oui, bonjour Émilie. Une ancienne d'Envirobat de BDM. Alors, dans le sondage, est-ce que vous le voyez? Pour le moment, on a déjà un aperçu des réponses. Je ne sais pas si vous les voyez, Carlos, Samuel. Oui, ça évolue. Ouais. Ça prend un peu de forme maintenant. Je ne vais pas influencer les gens. Non, on ne va pas influencer, mais quand même, la plupart des gens ont l'air de déjà se connaître déjà un petit ordre d'idée. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, Carlos, Samuel, vous? Sur les 15 réponses? jours, 45 jours, 15 litres, 45 litres, pardon, 90 litres ou 8 litres? C'est quoi? Plutôt. Je crois que la majorité a raison, là, non? Oui. La majorité, c'est 13 La majorité, elle votes. a toujours raison. Bon, il y a eu 13 votes pour 45 litres. On va fermer le vote. Hop. Donc 45 litres jour personne. 13 personnes ont répondu cela. Voilà. C'est les 3 données de personnes l'ADEME. 15 litres. Voilà. 90 litres. Bon, après, on a étalé 90 litres. Voilà. Ça, si vous On prenez n'est pas à beaucoup de Dubaï, bain. là. Voilà. Donc, C'est une voilà, estimation moyenne de l'ADEME. Oui. Donc, source ADEME. Ok, donc on va commencer. Donc, je suis Jérémy Joubert d'Envirobat de BDM. Je suis en charge de veiller à ce que ce webinaire se passe bien. À droite, vous avez une barre de chat qui vous permettra d'interagir. Normalement, ce webinaire va durer à peu près une demi-heure, donc 20 minutes de présentation, 10 minutes de réponse aux questions. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans la barre de chat. N'hésitez pas à les poser sur le moment. Les questions seront recueillies par nos deux intervenants. Voilà, sans plus attendre, je leur passe la parole. Je passe la parole à Samuel Dos de l'AQC, l'agence qualité construction. Oui, bonjour. Donc, Samuel Dossé, moi je suis responsable technique du dispositif Rex Bâtiment Performant au sein de l'AQC. Et donc, je suis avec Carlos Vasquez d'Envirobat de BLM qui va vous présenter dans quelques minutes les enseignements concernant les chauffe-eau thermodynamiques. Juste quelques mots sur l'AQC, donc qui est une association loi 1901 qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la construction. Elle regroupe 47 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions: l'observation, la prévention de produits mise en œuvre, donc qui est la C2P, et la commission prévention construction, la CPC. Les enseignements que Carlos va vous présenter sont issus de retours d'expérience, donc menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif Rex Bâtiment Performant, qui est un des observatoires de l'AQC, celui qui est lié aux risques émergents. Donc ce dispositif Rex Bâtiment Performant, il met à l'honneur la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021 et il est financé par le programme Profil. Donc Profil, c'est le programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Je vous mettrai le lien dans le chat. Autrement dit, c'est un programme qui regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc le projet Rex Réno est un des 9 projets. Voilà sur la première slide, Carlos. Sur la slide suivante, du coup, en quelques mots, le dispositif Rex Bâtiment Performant, c'est un dispositif de retour d'expérience qui est basé sur la collecte sur le terrain, qui est réalisé par nos enquêteurs comme Carlos pour Envirobat BDM par exemple. Mais aujourd'hui, on a 10 enquêteurs sur le territoire, répartis sur le territoire, qui mènent ces retours d'expérience.
Donc, ils réalisent donc des visites de bâtiments performants et rencontrent les acteurs ayant participé à leur élaboration, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, etc. Toutes ces données sont ensuite collectées dans une base de données. Donc ça, c'est l'étape 2. Puis une analyse selon les critères que l'on souhaite étudier est réalisée via une extraction ad hoc de cette base de données. Donc selon les critères que l'on souhaite retenir. Et puis ensuite vient le temps de la valorisation de ces enseignements, donc ce qu'on fait aujourd'hui, les restitutions publiques. Cette valorisation, elle se traduit aussi par la création d'un ensemble de livrables. Donc on va pouvoir voir sur la slide suivante. Hop, si elle vient. Voilà. C'est bon. Donc on a comme type de livrable des rapports thématiques, des photos commentées, des études de cas, des QCM, des vidéos, et puis des restitutions publiques comme on le fait aujourd'hui. Toutes ces ressources, elles sont centralisées dans la mallette pédagogique du dispositif Rex Bâtiment Performant, que je vais vous mettre aussi dans le chat tout de suite. Voilà. Et puis du coup, je vais laisser la parole à Carlos qui va vous présenter les enseignements principaux qui ont été retenus suite à l'analyse de la base de données et suite aux visites qu'il a réalisées concernant les chauffe-eau thermodynamiques. Donc, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. On va les récupérer pour en traiter un maximum ou en tout cas les stocker pour pouvoir vous apporter les réponses à toutes ces questions. Voilà, Carlos, je te laisse la parole. Oui, merci. Avant de commencer, j'ai repéré une petite question de Théo par rapport au sondage. Donc, il demande à quelle température. On verra plus tard parce que c'est une notion importante. C'est 40 degrés. Donc, on va voir plus tard pourquoi c'est 40 degrés et les différences des températures. Donc, on va reprendre les bases. Je vais vous définir un petit peu ce que c'est un chauffe-eau thermodynamique. Comme ça, même si la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent cette technologie, mais comme ça, on remet les choses à plat. Donc, il y a un ballon classique d'eau chaude qui est chauffé par une résistance électrique auquel on va coupler avec une pompe à chaleur et ça donne une chauffe-eau thermodynamique à droite. Pour la partie résistance électrique, tout le monde connaît, c'est un système assez classique. Pour la partie pompe à chaleur, c'est une technologie un peu plus complexe. Donc, on va absorber et prendre les calories de l'air pour les insérer, pour les mettre dans un ballon d'eau chaude à travers un condenseur. Donc, voilà, ça c'est pour la partie définition. Après, il y aurait trois principales typologies des chauffe-eau. Donc, la première, c'est, à chaque fois que c'est écrit CET, c'est chauffe-eau thermodynamique. Ça, c'est l'acronyme. Donc, on a un CET sur air extrait, c'est un type de CET qui est couplé lui-même à une VMC. Donc, on va reprendre l'air vicié du logement et avant de les faire sortir soit en toiture, soit en façade, on les fait passer par la pompe à chaleur pour récupérer en amont les calories. Le deuxième type, c'est un CET sur air ambiant. Donc, on place souvent les chauffe-eau dans un local non chauffé, de type garage. Il faut que ce local soit suffisamment dimensionné. Voilà, donc on va avoir une différence déjà de température d'air par rapport au chauffe-eau qui est sur air extrait, puisque la température de l'air prise depuis la VMC, elle va être plus élevée. Donc le rendement, a priori, il va être meilleur. Et le troisième type, qui est sous-divisé lui-même en deux, c'est un chauffe-eau qui prend l'air de l'extérieur, donc à une température encore plus basse en hiver, et qui peut être sous-divisé en monobloc à droite et en bibloc à gauche. Donc, avec toute la partie compresseur évaporateur à l'extérieur ou inclus au-dessus du ballon. Voilà, donc on commence avec les enseignements. Comme ça, on a fait un petit topo de cette technologie. Pour info, chaque enseignement, il va avoir différentes photos. La Croix-Rouge, c'est des mauvaises pratiques. Les symboles verts, c'est des astuces ou des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Il y a pas mal de textes que je vais pas tout lire, mais je pense que cette présentation elle est accessible à tout le monde, donc vous pouvez la télécharger. Je vais pas m'arrêter à chaque fois à lire toutes les phrases, mais voilà, comme ça vous avez tous les données. Donc, les premiers enseignements, ils parlent de la maîtrise de l'inconfort acoustique de l'installation,
puisque quand on remplace un chauffe-eau classique électrique, on le remplace par un chauffe-eau thermodynamique, il faut toujours prendre en compte qu'on ne parle pas de la même technologie, qu'en intégrant cette pompe à chaleur, on va intégrer des nuisances sonores. Donc, par exemple, à gauche, on voit un chauffe-eau qui est gainé. Vous voyez la gaine ici et qui chemine derrière les plaques des plâtres vers la façade. C'est un chauffe-eau qui est installé dans un local type buanderie. Voilà, c'est un local de rangement dans l'appartement. Mais ce local, il a pas été traité acoustiquement. Donc, il est accolé à une chambre et il y a des nuisances sonores et des troubles de sommeil. Donc, même la gaine qui passe au-dessus de la chambre, elle porte des nuisances. Donc, c'est un aspect à prendre en compte. L'effet de maîtriser l'environnement proche du chauffe-eau. Une astuce ou une bonne pratique, ça peut être, comme le cas dans cet appartement, la dissociation en bibloc du chauffe-eau en mettant la partie bruyante, donc tout ce qui est compresseur et ventilateur à l'extérieur. Comme ça, on évite les nuisances, enfin on génère d'autres parce qu'il faut toujours prendre en compte les bruits vers l'extérieur, vers les voisins. Mais voilà, en tout cas, on les met à l'extérieur. Pour le deuxième enseignement, il s'agit de fournir un livret d'utilisation et sensibiliser les usagers. On se rend compte que lors de nos visites, que la plupart des propriétaires, des occupants, ils connaissent pas les modes de fonctionnement d'un chauffe-eau thermodynamique. Ils pensent que c'est un peu comme un chauffe-eau classique. Et pour vous faire un petit topo, il y a 4 modes de fonctionnement: Eco, Auto, Boost, et la petite mallette, valise, c'est absence, donc quand on part en vacances ou en congé. Le mode Eco, pour rappel, il permet juste de faire fonctionner la pompe à chaleur, donc la résistance électrique, elle s'active pas. Le mode Auto, il permet en fonction des variables de l'air extérieur, d'activer les résistances électriques ou la pompe à chaleur. Donc, c'est le mode un peu le plus souple. Le mode boost, c'est le mode accélération. Donc, si jamais on a une suroccupation, genre un week-end avec de la famille qui viennent ou des amis, on peut activer cette fonction pour activer la résistance électrique et la pompe à chaleur en même temps et avoir une capacité en eau chaude plus importante. Donc, à gauche, on voit un chauffe-eau qui est éteint, l'alimentation électrique, elle a été coupée, justement parce que les propriétaires, ils partaient une semaine et ils voulaient pas faire consommer et faire chauffer l'eau tous les jours. Donc, ils savaient pas qu'on pouvait mettre les modes d'absence. Et il a coupé l'alimentation électrique. Ça, a priori, ça pourrait pas avoir une incidence majeure, sauf que ce chauffe-eau, il est couplé à une VMC. Donc, c'est une chauffe-eau sur air extrait. Donc, on a coupé aussi la VMC. Donc, pour les projets performants d'aujourd'hui, il faut toujours maîtriser les débits de ventilation et l'assurer pour éviter des condensations et des moisissures. Donc, toujours faire gaffe en fonction de la typologie du chauffe-eau à tous les nuisances qu'on peut provoquer sur d'autres lots, par exemple la VMC. À droite, c'est un livret d'utilisation qui a été donné par l'installateur, mais il est mis derrière les chauffe-eau et on voit qu'il y a un peu de poussière, donc c'est un signe qu'il n'a pas été très utilisé. Et du coup, voilà, c'est un premier geste qui est intéressant, qui est important de donner ce livret, mais il faut aussi sensibiliser les usagers et prendre une demi-heure, une heure avec eux pour faire un suivi avec eux pour qu'ils maîtrisent bien les fonctionnements. Pardon. Le troisième enseignement, ça parle de la maîtrise d'évacuation des condensats. Donc ça, c'est un peu un classique des pompes à chaleur. Là, à gauche, on voit une unité extérieure sur un mur de façade. On voit le petit trou qui est prêt pour recevoir les tuyaux d'évacuation des condensats et les diriger vers les réseaux des eaux usées qui n'a pas été posé. Donc ça peut endommager les bâtis existants, voilà, qui se trouvent proches.
et même provoquer des chutes si jamais ces condensats sont amenés à être gelés. Donc, faire gaffe vraiment à cette maîtrise. Une particularité du chauffe-eau thermodynamique, c'est l'effet de mettre un siphon, comme dans l'image de droite en bas, sur les tuyaux d'évacuation. Un siphon, pourquoi? Parce que la pompe à chaleur, quand elle est située au-dessus du ballon, il y a une plage des condensats, enfin pour recevoir les condensats et les évacuer. Enfin, il y a une plage entre les ballons et la pompe qui va recevoir les condensats et qui va les évacuer. Si on ne met pas de siphon, lorsque le ventilateur de la pompe à chaleur il est activé, il peut se produire un phénomène d'aspiration d'air qui va empêcher les condensats de couler. Donc, ça va donner une stagnation des condensats au-dessus du ballon. Donc, il peut y avoir des infiltrations et des dégradations par corrosion. Voilà, au niveau de la jaquette. La jaquette, c'est la partie qui protège la cuve. Donc, voilà, faire gaffe à ces sujets. Pour la sécurité anti-brûlure, ça c'est pas spécialement spécifique au chauffe-eau thermodynamique. On le retrouve dans tout type d'installation d'eau chaude sanitaire. Mais on a voulu l'intégrer parce qu'on a trouvé que la plupart des cas, les installateurs ou l'installation, ne prévoyait pas les dispositifs nécessaires pour maîtriser cet aspect. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a la sortie d'eau chaude, il n'y a pas d'organe mécanique qui va maîtriser la température des sorties parce que souvent la température des consignes elle est aux alentours de 55 à 54 pour un chauffe-eau thermodynamique. Il se trouve qu'il y a une norme, l'arrêté 2005 du 23 novembre, qui stipule qu'on ne peut pas puiser l'eau aux toilettes au plus de 50 degrés. Donc, il faut vraiment maîtriser la température des sorties à travers d'un mitigeur, comme vous pouvez le voir à droite, c'est un mitigeur, c'est une sorte de vent à 3 voies. On fait rentrer à gauche l'eau chaude à 55 degrés. En bas, il y a l'eau froide du réseau et on régule avec la température qu'on veut. Donc, un petit schéma aussi à droite pour montrer qu'on peut le mettre soit à la sortie du ballon d'eau chaude, soit quand les réseaux rentrent dans la salle de bain ou avant même les sanitaires. Un autre sujet, c'est prévoir l'entretien du filtre de la pompe à chaleur. Donc, il faut savoir que pour un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait, donc couplé avec une VMC, il y a un filtre également pour justement filtrer les particules de l'air vicié et éviter l'encrassement de l'évaporateur. Il se trouve qu'on a vu quelques cas, enfin c'est un panneau d'un chauffe-eau avec l'erreur affichée filtre. Ça veut dire qu'il n'a pas été changé ou nettoyé. Il faut savoir selon les fabricants, chaque fabricant il préconise un entretien différent pour chaque filtre. Il y en a qui préconisent juste un nettoyage comme une bouche d'extraction d'air d'une VMC classique ou carrément en remplacement. Donc, si on réduit par encrassement les débits, ça peut avoir des nuisances au niveau de la performance du chauffe-eau. Et donc, voilà. À droite, en haut, vous voyez aussi certaines gaines qui passent au-dessus du ballon, comme un chemin de câbles et un réseau des gaines aéroliques. Donc, ça empêche, comme vous voyez en bas, les déploiements du filtre pour le changer. Donc, il faut vraiment faire attention quand on installe ce type de technologie, de faire des plans de synthèse avec tous les corps d'état pour justement mettre en défaut tous ces risques. Le 6e enseignement, c'est choisir une typologie adaptée. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais disons que chaque typologie, que ce soit sur air extrait, air ambiant ou sur air extérieur, il va avoir ses propres caractéristiques. Donc, un débit d'air adapté, les filtres ou pas filtres. Donc, il se trouve qu'à gauche, on avait un chauffe-eau qui était prévu pour être installé sur air ambiant.
mais qu'il a été branché, ça se voit pas trop parce que la photo elle est un peu sombre, mais il y a des gaines aéroliques au-dessus, donc il a été branché sur une VMC. Donc le débit d'air, il n'est pas le même. Donc quand le chauffe-eau il tire, enfin le ventilateur il tire, et les réseaux aéroliques de la VMC, il n'est pas prêt et ça peut avoir des incidences, enfin des risques sonores. Donc il y a des bruits qui se génèrent dans l'installation qui n'est pas prévu pour ces débits. Voilà. Donc il peut avoir aussi un impact sur les besoins en eau chaude qui peut être impacté parce que justement, si le débit n'est pas adapté, on peut se retrouver avec une performance amoindrie. Donc ça, c'est pour la partie énergétique. Pour la partie mécanique, on a la photo à droite. Ça, c'est purement mécanique. Il y a les chauffe-eau qui sont prévus pour être posés et fixés au sol et des chauffe-eau qui sont prévus pour être sur un trépied, comme la photo, mais également fixés au mur. Là, c'est les cas un peu mélangés. Donc, on a un chauffe-eau qui est prévu pour être fixé au sol, mais qui a été fixé, enfin, posé sur un trépied, mais il n'a pas été fixé au mur. Donc, il y a un risque de basculement. Donc, vraiment faire gaffe à chaque typologie pour l'adapter au support et pour justement améliorer la performance. Le septième enseignement, c'est sur les groupes de sécurité. Ça, c'est un classique. C'est pas vraiment lié à la thermodynamique, mais on retrouve les propriétaires et les usagers qui sont pas sensibilisés également à, à l'entretien du groupe. Et ça peut avoir des impacts sur la dégradation de la cuve par corrosion. Ou également, il peut avoir un risque de surpression et de rupture du ballon si jamais les groupes de sécurité il est bloqué. Donc voilà, les bonnes pratiques, c'est prendre un contrat de maintenance si c'est pas le cas. Et également inclure une vase d'expansion entre la cuve et les groupes de sécurité, sachant que c'est le seul organe qui peut être mis en place entre la cuve et les groupes de sécurité, c'est la base d'expansion pour améliorer le fonctionnement de ces derniers et également économiser de l'eau parce que il va pouvoir absorber l'eau dilatée qui est en surpression. Alors, le huitième enseignement, c'est sur le calorifugage. C'est des constats qu'on retrouve assez souvent, qui peuvent être également vus sur d'autres types d'installations comme une VMC ou d'autres types d'installations d'eau chaude. Voilà, mais il faut toujours les rappeler, les répéter. Un bon calorifugage, il va améliorer la performance de l'installation. Dans ces cas-là, il va nous réduire les temps d'attente d'eau chaude au point d'épuisage et il va éviter également le réchauffement des locaux déjà chauffés. Si jamais la gaine, enfin les tuyaux, ils passent sur un local chauffé. Donc, des mauvaises pratiques en haut, surtout au niveau des points singuliers comme les colliers, les thermomètres, les manomètres, même les vannes. Et à droite, ils nourrissent, c'est la bonne pratique. Voilà, vous voyez ici une bonne installation, un bon calorifugage d'une nourrice chaude. Donc, voilà. Le neuvième, c'est sur les dimensionnements. Donc là, on retrouve les 45 litres par personne à 40 degrés. Là, il faut que je vous explique deux notions. Donc, la première, c'est le volume nominal de la cuve. Donc, vous achetez un chauffe-eau de 200 litres. Le volume nominal de la cuve, c'est 200 litres. Mais pour les dimensionnements, on utilise un volume de calcul qui est théorique, qui est à 40 degrés. En tout cas, pour les chauffe-eau thermodynamiques. Et il se trouve que ces volumes, il va être plus important que les volumes qu'on a à l'intérieur de la cuve. Pourquoi? Parce qu'on va les mélanger avec l'eau chaude, donc avec un eau qui est à une température de consigne de 55 degrés. On va pouvoir produire plus d'eau chaude avec les mélanges d'eau froide du réseau pour justement arriver à 40 degrés. Il y a des tableaux sur les guidrages qui nous aident, selon la typologie du chauffe-eau, à choisir un volume. Donc, vous le verrez si vous y allez. À droite, vous avez les volumes nominaux et en haut, les besoins dimensionnants. Donc, comme ça peut éviter un surcoût. On peut éviter un surcoût
lié à un amortissement plus long, pardon, si jamais on achète un chauffe-eau qui est plus grand et plus cher. Et surtout un surcoût lié aux déperditions statiques. Donc, il faut savoir que plus les chauffe-eau il est grand, il est volumineux, plus la surface d'échange avec l'air, avec les locales ou avec l'air extérieur, il va être important. Donc, on va avoir des déperditions statiques plus importantes. Voilà. Sur l'emplacement nécessaire à l'entretien, ça, c'est un aspect qui est très important également parce qu'il faut prévoir un entretien périodique des réseaux hydrauliques, mais également aéroliques, qui n'est pas toujours laissé, enfin, l'encombrement nécessaire, il n'est pas laissé. Et les fournisseurs, ils préconisent souvent une quinzaine de centimètres de chaque côté du chauffe-eau et une quarantaine derrière. Bon, ça, c'est à voir selon les fabricants, mais en tout cas, c'est toujours décrit. Et donc, ça, c'est les impacts qu'on peut avoir, c'est une absence de contrôle visuel lors d'une fuite d'eau, si jamais on a les groupes de sécurité et l'arrivée d'eau chaude derrière, donc on n'a pas un contrôle visuel optimal. Il peut y avoir aussi une corrosion du ballon qui n'est pas maîtrisée ou pas vue, et également on a l'impossibilité de manœuvrer les groupes de sécurité. Donc, les bonnes pratiques, c'est faire vraiment attention à la notice du fabricant et garder la distance minimale, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Une autre façon d'améliorer la performance, c'est d'optimiser la température des consignes. Notre campagne d'enquête nous a permis de visiter des remplacements des chauffe-eau classiques. Donc, pour un chauffe-eau classique, la température normale, c'est aux alentours de 62-65. Mais par contre, pour la technologie thermodynamique, on descend vers 55-53. Donc, il y a certains usagers qui n'ont pas appréhendé ces sujets et qui laissent la température à 62 ou à 65 même. Donc, ça va dégrader les COP parce que le delta de température entre la température des consignes à l'intérieur et la température de l'air, il est plus important. Donc, voilà, on va avoir un surcoût aussi d'amortissement, une surconsommation liée à la sollicitation de la pompe électrique si jamais, voilà, on peut pas atteindre cette température juste avec la pompe à chaleur. Pour info, certains fabricants nous donnent, ce que je trouve très bien, des petits tableaux des températures des consignes en fonction du nombre de douches. Donc, voilà, ça peut nous permettre de calibrer la température, de définir la température en fonction de nos attentes jour par jour. Voilà, si on est un collectif, on peut atteindre les 9-8 douches par jour. Pardon, donc faire gaffe vraiment à ça. Et les derniers enseignements, ils parlent de la maîtrise de la qualité de l'eau en amont pour augmenter la durabilité de l'installation. C'est un sujet qui est souvent négligé, mais qui me semble assez important, puisqu'il est en amont justement de l'installation. Donc, il s'agit de mettre en place des filtres, soit à particules, comme à droite, vous les voyez, c'est un double filtre à particules et calcaire, pour maîtriser déjà les taux de particules dans l'eau et également la dureté de l'eau qui rentre dans les ballons. La dureté, elle nous donne les pourcentages de calcium et magnésium qui est dans l'eau. Donc, on va pouvoir maîtriser cette taux pour s'adapter justement au type de protection qu'on trouve dans notre chauffe-eau. Là, je peux vous parler des anodes. Il y a deux différents types d'anodes qui vont protéger la cuve. Et on va utiliser un anode ou un autre en fonction de la dureté de l'eau. Donc, on va utiliser une anode sacrificielle en magnésium pour une eau douce et une anode à courant opposé pour une eau calcaire. C'est assez technique comme sujet. On pourra en parler après si vous voulez. Voilà, donc, mais sachez qu'en maîtrisant la qualité de l'eau, on peut justement augmenter la durabilité de l'installation. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, mais peut-être Samuel, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, je vais reprendre du coup dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Juste quelques précisions. Donc les enseignements qui ont été retenus. Donc vous avez bien compris que ce sont pas des enseignements exhaustifs. Il y a un travail qui a été mené à partir de la base de données, donc à partir des 1800 et quelques bâtiments qui ont été visités sur toute la campagne depuis la création du dispositif RexBP. Il y a un travail que Carlos a mené avec des contributeurs pour identifier les sujets les plus récurrents, les plus importants en termes d'impact de qualité. Donc voilà, vous pouvez retrouver d'autres enseignements via d'autres ressources. Je vous ai mis dans le chat quelques ressources, notamment les calepins de chantier qui étaient issus du programme Pacte. Je vous ai mis aussi la référence normative auquel on peut faire référence pour le CET, le DTU 6516 qui est relatif aux pompes à chaleur. Il y a toute une partie sur les chauffe-eau thermodynamiques. Voilà ce que je peux rajouter. Je regarde rapidement si on a quelques questions. Il y avait une première question, Carlos, tu me diras si dans les visites que tu as réalisées, il y a eu ce type de cas de ballons chauffe-eau thermodynamique couplés à de la géothermie. Je ne crois pas qu'il y avait eu de projet de Non, ce type-là. on n'a pas eu les cas. On n'a pas eu les cas, mais théoriquement, c'est les plus performants, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu en formation aussi avec nos référents techniques. Donc, mais on n'a pas eu ces cas, non. Une autre question sur quand tu parlais du CET sur air extrait par rapport aux questions de filtre. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur sur l'impact de l'encrassement du filtre sur la cope de la PAC? Ou c'est quelque chose qui est difficilement mesurable? C'est très difficilement mesurable, je crois. Après, nous, je ne sais pas si tu l'as rappelé au début, les cadres de nos enquêtes, c'est d'avoir des retours qualitatifs. Donc, on n'a pas vraiment mesuré, on n'a pas des retours quantitatifs, ce qui est le cas pour d'autres types d'enquêtes. Samuel, c'est comme des enquêtes sur la VMC qu'on a menées cette année, mais en tout cas, cette année, pour le chauffe-eau thermodynamique, on n'a pas mené des mesures, une campagne de mesures, donc j'ai pas ces données. Non. On peut simplement dire qu'il y aura deux impacts sur ces encrassements de filtres. Un en effet sur le COP du CET, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire sur la VMC, du coup, sur les débits aussi, ça va dégrader Oui, fortement sur la qualité de l'air. Ouais. De la VMC. Voilà. Est-ce que, du coup, c'est pareil, ça va être plus sur de la mesure aussi, donc je ne sais pas si on pourra y répondre, mais bonjour, avez-vous des retours sur les consommations d'électricité réelles des CET? Question posée par Karine P. Même réponse, on n'a pas de retour, désolé, sur les consommations. Après, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, un chauffe-eau thermodynamique, il est censé faire des économies à 70% par rapport à un chauffe-eau classique. C'est ce qu'ils annoncent les fabricants quand on arrive à un COP de 3,2. C'est un peu ce qui est affiché, en tout cas, dans les marchés aujourd'hui. C'est un COP, enfin, les COP, il est très rapidement dégradé par rapport à tous les risques qu'on a vus aujourd'hui. Je suis en train de penser, il y a un document qui a été rédigé dans les cadres des guides Rage. C'est peut-être intéressant pour vous parce que c'est une vingtaine de chauffe-eau thermodynamiques qui ont été instrumentés. Et justement, là, on a des retours quantitatifs au niveau du taux d'occupation, des consommations et de la réduction du COP. Donc, de tête, je me souviens qu'il y avait même des COP qui arrivaient même en dessous du 1. Je peux peut-être mettre les liens ou en tout cas les noms du document. Alors. Donc on a des questions aussi sur la disponibilité de la présentation. On va l'évoquer après puisqu'elle sera disponible. Vous pourrez la revoir. Je vais vous remettre, je l'ai déjà mis dans le lien du chat, le lien vers la mallette pédagogique qui pourra vous donner accès aussi dans la thématique aux chaudes sanitaires à différents éléments, des photos commentées, des guides, etc.
Juste pour compléter, donc la présentation qui a été faite là, elle va être diffusée aussi dans la collection des 12 enseignements à connaître du dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc là, le maquettage n'est pas fait, mais du coup, le document sera disponible aussi sur cette version. Il sera versé dans la mallette pédagogique également. Pour info aussi, pour suivre les actus du dispositif Rex BP sur les autres thématiques qui vont être abordées dans les prochaines semaines, vous avez la page Facebook du dispositif Rex Bâtiment Performant également qui vous permet de suivre toutes ces actus. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu des questions. Il y a beaucoup de remerciements de ta présentation, Carlos. Bon, merci à vous. J'espère que c'était pas trop dur à suivre. Donc, je crois que c'est un format qui est intéressant en une demi-heure de pouvoir balayer les enseignements principaux. Ça, a priori, ça c'est vrai qu'on essaie de condenser dans une demi-heure une année de travail. C'est pas toujours évident, mais voilà. J'espère que c'était clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Je vais vous les mettre ici sur le chat. Donc, je te laisse mettre ça sur le chat et puis du coup, on va pouvoir clore du coup la séance. Et en vous remerciant de votre présence, on était jusqu'à 70 personnes de présents, donc c'était assez intéressant de pouvoir aussi avoir vos retours par rapport à ces présentations et aux questions qui peuvent être posées. On vous remercie et puis suivez l'actualité pour voir les prochaines dates de restitution sur ces différentes thématiques. Donc Carlos en a parlé rapidement tout à l'heure. On a des thématiques sur la ventilation qui vont être traitées, simple flux, double flux, mais aussi des thématiques liées aux enveloppes, isolation des rampants, sur de l'ITE, sur des planchers bas. Donc voilà, il y a une dizaine de thématiques qui vont être abordées dans le cadre de ce projet Rex Réno, dans le cadre du programme Profil. Voilà, merci à tous